La journée du dimanche 23 octobre 2022 commence tout à fait normalement, à un détail près. Les températures sont encore bien trop élevées pour la saison, notamment dans le nord du pays. À 9h, on relevait déjà plus de 20 degrés par endroit. Et à ce moment-là, une dépression approchait de la pointe bretonne, c'est-à-dire de l'air très frais en altitude et des vents très forts. Vous savez ce que ça veut dire. De l'air frais en altitude et de l'air doux dans les basses couches, une situation propice à la formation des orages. Mais ce jour-là, personne ne se doutait qu'un événement historique allait balayer le pays. La plupart des services météo avaient mis en place une vigilance orange pour des départements dans l'est du pays. Dans le courant de l'après-midi, ça devient de plus en plus instable sur le pays avec des averses qui prennent un caractère orageux et puis ce flux de secteur sud toujours bien présent. Regardez les rafales de vent qui seront quand même comprises entre 50 et 80 km/h. Entre l'Aquitaine et l'Île-de-France, toujours des averses à caractère orageux sur les régions proches de la Manche. Des averses également apparaissent sur le flanc est du pays. Une tendance à l'orage se développera en fin de journée et en soirée entre les Pyrénées et le Massif central avant de remonter donc en direction du nord-est. Mais Kéronos, de leur côté, ont également mis le nord et le nord-ouest du pays en zone à risque. En bref, le risque d'orage fort était marqué et le potentiel était assez suffisant pour attirer l'attention des chasseurs, y compris quelques chasseurs néerlandais qui étaient venus en France pour l'occasion. En fin de matinée, une épaisse couche de nuages empêcha le soleil de réchauffer les basses couches dans la plupart de l'est du pays. Le risque orageux était donc beaucoup moins marqué dans cette zone. Et dès 14h, les premières cellules orageuses se forment dans les pays de la Loire. En début d'après-midi, les premiers orages évoluent donc entre la Mayenne, la Sarthe et l'Orne, sans trop faire parler d'eux pour l'instant. Mais ils remontent tout de même assez vite vers la Haute-Normandie. Aux alentours de 16h, les choses prennent des tournures étranges. Les premières images sont publiées sur les réseaux sociaux, à Buzzville, dans l'Eure. L'orage est plus costaud qu'on ne le pensait. Les rafales de vent sont arrivées d'un coup et ont été violentes. Après le passage de l'orage, des dégâts très localisés ont été repérés sur l'autoroute. La plupart des dégâts sont des arbres déracinés et des camions renversés, des remorques couchées. Mais les orages sont loin d'être à leur puissance maximale. Des projectiles enfoncés dans les pare-brises des véhicules confirment bien la présence d'un phénomène tourbillonnaire. Un peu plus au sud, près d'Évreux, un autre orage gagna rapidement en intensité. Mais c'est dans la ville de Muy vers 16h30 qu'une autre observation inquiétante fut signalée. Effectivement, il y avait bien une tornade sous ce vaste système orageux supercellulaire. Les orages, bien décidés à se faire remarquer, continuent de progresser sur une trajectoire nord-est, en saccageant tout sur leur passage. Les premiers messages de vigilance et d'alerte circulent sur les réseaux, tandis que d'autres images et vidéos continuent de déferler. On réalise qu'on est face à une supercellule bel et bien violente, qui est alors en train de traverser l'ouest de la Picardie. Et moi, j'étais où dans tout ça? Eh ben, moi pour le coup j'ai la chance de vivre dans la Somme, donc j'étais sur la trajectoire directe de l'orage. Mais, forcément il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Ben, il se trouve que ce jour-là, j'ai volontairement pas regardé les cartes, puisque j'ai fait l'immense erreur de me dire que, à cette époque de l'année, en théorie, des trucs comme ça, on n'est pas censé en avoir. Disons que la piqûre de rappel a été efficace. Ce n'est que quelques minutes avant que l'orage ne survole Amiens
que mon partenaire de chasse et moi nous sommes rendus compte que quelque chose était en train de se passer. Le vent s'était levé d'un coup sec et le soleil avait disparu. Je vais donc voir les cartes et c'est là que je m'aperçois qu'un énorme système orageux fonce droit sur nous. Système orageux qui avait déjà délivré plus de 4000 impacts de foudre au sol. On a regardé le ciel pour voir un petit peu ce que ça donnait et quelques secondes ont suffi. Quand on a vu l'activité électrique au sein des nuages, on a tout de suite su que c'était pas un orage comme on a l'habitude d'en voir à cette période de l'année. On a littéralement jeté tout le matos dans la voiture et on est parti vitesse x4 car on savait qu'on était déjà beaucoup trop limite et qu'on n'avait pas une seule minute à perdre. Ça tombe de tous les côtés, on s'est mitraillé. Ça tombe à 30 mètres. Oh là là. Oh là là. La gueule du... C'est dense, hein. C'est un truc mais méchant. Kéronos, qui suivent de très près la situation, publie un message alarmant à propos d'un risque de tornade significatif. Mais c'est à Conti que les choses se gâtent. Les habitants sont choqués par la puissance du phénomène et les dégâts sont considérables. L'orage, désormais en train de survoler Amiens, surprend les habitants avec ses précipitations diluviennes et ses violentes rafales de vent, et des grêlons dont la taille dépasse parfois l'entendement. De mon côté, on a finalement rejoint notre point de vue et on a réussi à installer le matériel malgré les rafales de vent qui atteignaient parfois 110 km/h. On pouvait voir un bout du nuage mûr de l'orage, cette zone sous laquelle se forment les tornades, et on avait également une vue splendide sur le courant descendant, cette fameuse fente claire dans les nuages, encore une fois typique à la formation des tornades. On décide ensuite de laisser l'orage nous devancer afin de le suivre par derrière.
L'orage continue sa route vers le Pas-de-Calais, où il semble être toujours plus puissant au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est à ce moment-là que les chasseurs néerlandais viennent à la rencontre de l'orage, à la frontière du Pas-de-Calais. Et franchement, bravo à eux, car leur interception est quand même bien réussie, faut pas se mentir. Rick Baker aura d'ailleurs réussi à photographier cette magnifique structure supercellulaire dans son intégralité. Bravo à toi. Avec ce mésocyclone qui racle le sol, la tornade paraît maintenant évidente. Tellement évidente que quelques habitants veulent immortaliser ce moment. Malheureusement, le village de Bihucourt se trouve sur la trajectoire directe de la tornade. L'orage poursuit sa route vers le nord-est. Et c'est Alan qui filme l'impossible. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de filmer la tornade de Bihucourt, là-bas au loin dans la campagne. Et au premier plan, une seconde rotation est en train de se former. Comme si l'orage n'était pas déjà assez puissant, nous étions à 2 doigts de voir se former des tornades jumelles. Au moment où Alan filme l'orage, la tornade est sur le point de frapper sa prochaine cible, le village d'Andécourt. Regarde, je l'ai dit, je l'ai dit à la couleur du ciel. Oh là 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 là, ouais. Aïe 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 aïe. Oh putain de merde. Oh, attention. Oh merde. Ah la vache. Oh, là-bas, le Langard, aïe aïe aïe, la tornade de malade quoi. J'ai cru que j'allais mourir sous le coup. T'es devant la vitre, et là en 5 secondes, genre chrono quoi. Tout s'est soulevé. Un gros carnage. C'est aussi à Arles que l'orage se fait bien sentir. C'est quoi ce temps? Oh papa, il y a une tornade! Putain, il y a une tornade. Fort heureusement, il n'y a aucun blessé. Les dégâts sont uniquement matériels. Ce qui est assez exceptionnel, étant donné la rapidité et la violence de l'orage. Et c'est maintenant l'équipe de Kéronos elle-même qui intercepte l'orage. Mais ils se font rapidement rattraper par son noyau pluvieux. L'orage pénètre alors sur le territoire belge, et les quelques chasseurs restants profitent des derniers rayons de soleil avant de se rabattre sur la partie électrique de l'orage en pleine nuit. Le très vaste système orageux est alors en cours d'affaiblissement, mais il garde tout de même une certaine puissance qu'on peut encore ressentir par endroits. Quelques témoignages permettent de donner une dimension à ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un jour normal, même banal au travail en fait. Tout se passait très bien. Je patrouillais tranquillement au rez-de-chaussée du musée.
Et à peu près vers 17h, j'ai des collègues qui viennent me voir et qui me font remarquer que le ciel était assez sombre. Et c'est vrai que le ciel était carrément sombre. En octobre, fin octobre, comme ça, les jours commençaient à raccourcir, mais pas à ce point-là. Du coup, sur le moment, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, juste il y aura de la pluie quand je rentrerai, c'est pas grave. Donc voilà, pour moi, ça s'arrête là. Et une demi-heure, 3/4 d'heure après, on remarque que le ciel est vraiment, vraiment noir. Vraiment noir, comme si la nuit était tombée finalement. À peu près vers 18h, tout a commencé. Donc il y avait un vent qui faisait trembler absolument tout, les arbres, tout ce qui traînait dans la rue, même les infrastructures, quelques-unes, c'était vraiment... c'était incroyable. Il y avait beaucoup d'éclairs dans le ciel, vraiment c'était... On aurait dit des flashs d'appareils photo tellement ils étaient nombreux et réguliers, c'était magnifique ça aussi. Et il y avait également de la grêle, beaucoup de grêle, comme s'il pleuvait un mur de grêle constamment, c'était assez troublant. C'était troublant et magnifique à la fois. La grêle était tellement destructrice qu'une des salles du premier étage du musée a été endommagée. Le plafond n'a pas bien tenu. Résultat, la grêle et la pluie ont pénétré. Ça a mené aux conservateurs qui ont dû observer quelques œuvres pendant très longtemps et aussi les réparer. Et la dite salle en question a été fermée au public pendant une semaine. Une semaine, c'est long pour un musée, donc c'est dire à quel point la grêle a fait des dégâts. Donc à 18h, normalement, on doit fermer le musée. Mais là, il y avait un tel temps que les gens ne pouvaient pas sortir. On était coincés. Vraiment, si on sortait, on allait se faire assommer par la grêle, c'est pas possible. Et du coup, les employés et les visiteurs qui étaient restés, qui avaient pas pu partir à temps, on était réunis et on pouvait qu'observer finalement ce qui se passait. Et c'était une ambiance très bizarre parce que il y avait un mélange de fascination et de peur à la fois. C'était très... c'était très particulier, et d'autant plus qu'on ne pouvait être que spectateur. On était vraiment dans une situation où on ne pouvait rien faire, c'était pas de notre ressort ce qui se passait, et quelque part c'était terrifiant. Donc tout ça a duré facilement un quart d'heure. Normalement quand de la grêle tombe, on se dit ouais ça dure une minute et puis voilà. Là ça a vraiment tombé pendant, franchement honnêtement sans exagérer, 10 minutes, un quart d'heure. Et juste après ça, plus rien. D'un seul coup, le ciel est revenu à la normale, il y avait même du soleil, il faisait même plutôt beau. Comme si c'était jamais rien passé, c'était là aussi assez troublant. Donc finalement, on a pu repartir, et c'est là qu'on a pu observer tout ce qui s'était passé. La grêle était tombée telle de la neige, il y avait de la glace partout. On pouvait marcher que très lentement finalement, parce que tous les 2 mètres, on manquait de glisser tellement le sol était recouvert de grêle. C'était dangereux, honnêtement, on a failli tomber plusieurs fois. Ensuite, il y avait beaucoup d'eau aussi. L'eau était partout, l'eau était omniprésente. On a dû faire des détours dans nos trajets juste pour éviter d'avoir à nager, finalement. Sur la route aussi, c'était pas mal. Les voitures plongeaient jusqu'à parfois quasiment au-dessus des roues. Il y a une image qui me reste en tête, c'est celle d'un pigeon qui a dû se faire prendre par surprise par la grêle en fait, et qui gisait par terre, hélas mort comme ça. C'était assez terrifiant, ça pour le coup ça m'a vraiment marqué. Mais ce qui m'a le plus interpellé dans toute cette histoire, c'est l'ambiance d'après. C'est comme si le monde s'était arrêté finalement. Il n'y avait plus un bruit, il n'y avait plus rien, c'était comme si la fin du monde était arrivée. Quand on marchait, il n'y avait plus de bruit d'animaux, plus de bruit de nature, plus de bruit de civilisation, il n'y avait plus rien. C'était le silence absolu. Et c'est là que je me rends compte que le monde est jamais silencieux en fait. Il y a toujours un petit bruit, un chien qui aboie, des arbres qui s'affolent, tout ça. Et là, le monde était vraiment réellement silencieux. Et ça m'a fait très très peur dans un sens, mais c'était aussi incroyablement fascinant, quelque part. Donc nous avons suivi le parcours de la tornade, de l'orage. En fait, nous on allait dans le sens inverse. On suivait là où elle était déjà passée. Donc on a pu voir les dégâts, mais ce qui s'était déjà passé en fait. On n'a pas vu nous-mêmes la grêle tomber. On a su qu'elle était tombée. On a vu des branches. On a vu beaucoup de branches, beaucoup de dégâts. On a vu les gyrophares de la police et des pompiers qui se rendaient sur les lieux les plus touchés.
Et quelques jours après, en passant nous-mêmes sur ces routes, on a pu constater que les arbres étaient arrachés. Et c'est assez amusant de voir, enfin amusant entre guillemets, de voir qu'elle est capable de passer et d'arracher les arbres qui font la haie d'une maison, et enfin sans toucher elle-même la maison au final. Et donc les poteaux électriques, tout sur la même ligne en fait, tout sur une ligne, les poteaux électriques, les arbres, mais pas la maison. Dieu merci pour les gens d'ailleurs. Pour conclure, on peut clairement dire que cet orage a été historique pour le pays. En quelques heures, il aura traversé plusieurs régions et 2 pays différents, et il aura engendré non pas une, mais 3 tornades, la plus forte étant celle de Bihucourt. Cette journée-là a été marquante. Chasser les orages, c'est avant tout un plaisir, une activité. Mais dans ce genre de scénario, c'est là qu'on prend un peu de recul et qu'on réalise que des personnes ont failli tout perdre ce jour-là. Et ça nous rappelle aussi qu'on fait face à une force de la nature et que chacune de nos décisions peut avoir un impact sur l'avenir.